Paris-Bordeaux. Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux, c'est pour la régie. Ça marche. Maintenant, ça, c'est pas le bon bouton. C'est pas le bon. Ah, c'est. Oui, oui, oui. Eh bien, on va refaire un essai. Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux. C'est bon. Hein, c'est la façon dont on règle les micros à la SNCF et sur les quais. Donc, on répète Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes là pour fêter les 20 ans donc, du Centre national des archives du personnel. Entre nous, c'est Béziers. Hein, c'est quand même plus court. Et on y va. Il faut d'abord nous situer. Le cercle généalogique des cheminots, nous avons une bonne trentaine d'années d'existence. Et en tant que cercle généalogique en entreprise, nous nous sommes regroupés avec d'autres cercles d'entreprises qui sont par exemple la Poste, j'ai Paribas, j'ai l'EDF qui est là, j'ai le Crédit Lyonnais, la Banque de France. On est une petite 13 à peu près associations de petite taille par rapport au cercle généalogique du Finistère avec ses, à un moment, 11 000 adhérents. Nous, on a des cercles qui ont 5 adhérents, 10 adhérents à droite, 15 adhérents ailleurs. Le gros de la troupe, c'est la Poste, les cheminots ensuite. Et on se réunit tous les 3 mois pour faire part de nos travaux et de mettre en commun des activités communes. Disons que nous sommes plus réactifs en étant à 400 qu'à 5 dans, par exemple, l'énergie atomique, ou les 3 représentants du cercle généalogique du ministère, pas du ministère, de l'Assemblée nationale. Mais ça permet d'avoir une vision de la façon dont les comités d'entreprise voient cette activité intellectuelle qu'est la généalogie. Au sein de la SNCF, donc au sein de la SNCF, moi je représente l'UAICF, l'Union artistique et intellectuelle des chemins de fer. 20 000 adhérents, 19 000 adhérents, c'est l'ordre de grandeur, dans lequel nous avons 350 personnes qui s'occupent, qui sont intéressées par la généalogie. Et on est répartis dans la France. Vous avez une équipe qui est à Bordeaux, ça fait 3-4 personnes. Nous avons à Toulouse, combien? 25, 30? 42. Oh, eh bien, t'attends la fin de l'année pour passer ça sur le... Voilà, c'est très bien. Hein, donc après, on a des gens sur Saint-Étienne, Lyon, le conglomérat Dijon, Besançon, Dole et aussi avec Ambérieux, Vénarel-et-Laume avec les anciens ateliers, Nevers-Vosel et le gros de la troupe, c'est donc à Paris où on culmine, nous, entre 100 et 110 adhérents. L'ensemble de ces cercles font essentiellement de la généalogie, ils font la recherche de leurs origines, grand-papa, grand-maman, arrière-grand-papa, arrière-grand-maman, etc. Le cercle généalogique des cheminots a, en plus de ce genre de choses, s'est mis en tête de pallier la disparition des dossiers du personnel pour trouver des sources ailleurs que dans les sources de Béziers ou de la SNCF à l'époque. Donc on drague toute source d'information concernant les employés et ouvriers du chemin de fer jusqu'à la fin de la guerre de 14 et après les cheminots, puisque le terme cheminot n'est apparu dans la langue française et accepté qu'en 1932 par l'Académie. Donc le terme cheminot est quand même récent.
Eh bien, c'est bon, la voie est libre, on y va. Quelles sont nos sources? On va aller très rapidement. Les sources, c'est d'abord les sources familiales. Qu'est-ce que vous avez dans vos familles? Quels sont les documents que vous avez chez l'oncle, la tante, la cousine ou la lointaine cousine que vous n'avez pas vue depuis 10 ans? Il faut que les familles fassent sortir les documents qu'ils ont de part de vers eux. Première chose, on collectionne tout ça. Et pour nous, après, c'est de les aider à trouver les dossiers de retraite et les dossiers d'agents. Donc là, on a Béziers. Et puis après, c'est d'aller glaner ça. Donc dans les archives départementales, dans les archives municipales, c'est de glaner ça dans les archives mémoriales des conflits contemporains, parce que nous avons fait avec Railler Histoire et Thomas Fontaine un ouvrage sur les cheminots victimes de la répression. On va faire la recherche parmi les décorations que les cheminots ont pu obtenir. On va regarder donc dans les journaux particuliers de toutes les compagnies de chemin de fer. On va essayer de trouver des documents de service des compagnies, les sociétés d'agents, les annuaires des anciens élèves des diplômés des grandes écoles, les accidents de chemin de fer et les travaux du cercle généalogique. Alors dans tous ces items, il y a qu'on va passer très très rapidement, puisqu'ils ont été traités. D'autres, on va essayer de les déployer un peu plus. Si ça veut aller, c'est bon. Papier de famille, rapidement, c'est le livret de famille d'abord, les livrets militaires. J'ai du mal à comprendre que des gens qui ont fait leur service militaire la guerre de 14, que les familles n'aient pas conservé le livret de famille. Eh bien non, puisqu'on en retrouve en vente aux puces. Donc ça n'a pas d'intérêt pour les familles, mais c'est quand même dommage de disperser comme ça les mémoires familiales. Les actes de naissance, baptême, les contrats de mariage, les jugements de divorce, les papiers de retraite et titres de pension, ça c'est ce qu'on trouve dans les familles, les inventaires après décès, avec complicité des notaires, les menus de repas de mariage, de décès, de baptême, où il y a les noms des participants. Vous avez pour la communauté protestante les bibles de famille. Alors que les bibles de famille à retrouver, très souvent pour tous les gens qui sont dans le Languedoc, c'est en 3 parties. Et la première page de la Genèse n'existe pas. Parce que les dragons étaient capables de détecter un livre, ils ne connaissaient que la première page. Donc, étant donné qu'on retirait la première page, le livre, c'était plus la Bible. Et coupé en 3 morceaux, parce que ces Bibles pouvaient être cachées dans les chignons des femmes. Voilà l'origine des Bibles en 3 parties protestantes de tout le Languedoc, de la Drôme, de Grenoble en remontant jusque sur Genève. Et puis, des certificats et diplômes divers. Ces papiers divers, c'est cette richesse de documents qu'il y a dans les dossiers donc, de Béziers, où il y a divers, et c'est tous les papiers qu'on ne sait pas où ranger qui sont là. Et c'est la mine. Les dossiers de retraite. Eh ben, on va passer directement aux archives nationales du monde du travail. Les anciennes compagnies avaient déposé déjà des dossiers concernant le personnel avant la nationalisation en 1938. Ces dossiers sont restés aux archives nationales. C'était à Paris, et les archives nationales n'ayant plus de place à Paris, ça a été regroupé au sein des archives du monde du travail à Roubaix. Ne vous attendez pas à des fiches personnelles, c'est des dossiers collectifs. Ce sont des comptes rendus d'Assemblée générale, des comptes rendus de conseil d'administration, de comptes rendus de nomination, et vous allez avoir sur le même papier 50, 60, 70 personnes qui sont nommées chefs de gare, employés, etc., mais pas classées par ordre alphabétique. Donc il faut se faire tous les PV, les procès-verbaux faits, et relever les noms les uns derrière les autres. Si vous cherchez un Jean Dupont, vous avez beaucoup de mal, parce que vous allez voir un Dupont J, est-ce que c'est un Jacques, etc. Donc c'est une grande incertitude. On a pour certains autres dossiers, des dossiers qui avaient été déposés aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. Donc quand vous faites des recherches, il faut déjà savoir ce que vous allez pouvoir chercher. Si vous y allez, la fleur au fusil, sans aucun biscuit dans les poches, ben, vous n'allez pas faire le repas. Hein.
c'est que vous n'allez pas trouver la façon dont on va trouver des éléments correspondant à votre recherche. La caisse de prévoyance et de retraite de personnel SNCF et les archives donc, historiques de Béziers et du Mans. On a parlé de Béziers. Je ferai une petite présentation du Mans. Mesdames, vous devez connaître la mode Bossu. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est quoi? Bon, bah, c'était un des premiers fournisseurs de rideaux en France. Hein, c'était un des grands fournisseurs avec Boussac, avec ces grands tisseurs du Nord. Et c'était une usine qui a été entièrement... les façades et les pignons étaient conservés. L'ensemble du bâtiment était crevé. On a remis des dalles en béton pour avoir justement les pouvoirs de charger en archives. Et c'est très facile d'accès. C'est la gare du Nord, gare de Lille. Gare de Lille, on prend le Mongy, 1,10 €, 1,20 €, et dans la journée, on fait l'aller-retour. Mais il faut y aller, pareil, en prévenant, parce qu'il n'y a presque plus personne. Les effectifs sont nettement diminués. Et il faut savoir dans quel dossier vous allez travailler. Et la détermination du dossier n'est pas si évidente que ça. Les archives du monde du travail, donc pour ce qui me concerne les archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence, pareil. Vous avez des dossiers, mais vous avez également de la littérature syndicale pour les chemins de fer. Et pour d'autres métiers. Mais moi, je cherche du cheminot, je ne cherche pas des postiers, je ne cherche pas des électriciens, je ne cherche pas... Non. Vous avez donc la littérature syndicale à votre disposition, dans laquelle vous trouvez les promotions des agents. Donc, quand il n'y a plus rien, parce que les archives n'ont pas retraversé la Méditerranée, c'est quand même des éléments importants de source. Et il nous manque un élément, c'est Fontainebleau. Fontainebleau, c'est terminé. Fontainebleau a eu des problèmes de silos instables. Fontainebleau ressort de ces silos l'ensemble des documents qui étaient à archiver et seront dirigés en partie sur Paris et en partie sur Pierrefitte. En particulier, les dossiers de Légion d'honneur, pour lesquels on n'avait plus accès, puisqu'ils étaient dans une zone d'insécurité pour le personnel. Donc, il faut aussi aller voir ce qui se passe aux archives nationales. C'est aussi les sources que nous utilisons. Hop. Alors, on va passer ça vite fait, parce que ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Ah, c'est Le Mans. Donc, au Mans, vous avez là des sources importantes pour toute la période presque contemporaine, c'est-à-dire de 1939 à 1945. C'est tous les documents qui ont été mis en ligne sur la demande de M. Pépi, 1 500 000 documents sur Internet, avec une notice, un guide qui fait 1200 pages. Mais ces 1200 pages vous expliquent un petit peu où vous pouvez avoir la chance de trouver quelque chose. Là aussi, il faut savoir ce que vous allez chercher. Si vous cherchez des documents sur les gens qui sont de Perpignan, qui vous êtes dans les dossiers du chemin de fer de l'Est, non, il faut avoir une notion de sa géographie, il faut avoir une notion de savoir si la personne que vous recherchez est au matériel, au transport, à l'exploitation, à la traction, à la voie ou dans les services généraux. Sinon, vous avez peu de chances de les trouver. Ensuite, il y a ces dossiers qui ont été reclassés par établissement et d'autres qui sont classés par agent décédé pour telle cause. Si vous ne connaissez pas la cause du décès de l'agent pendant cette période-là, vous avez peu de chances de le retrouver, ou il faut faire tous les dossiers. Parce que vous avez des dossiers pour les fusiller, vous avez des dossiers pour les exécuter, vous avez des dossiers pour des mitraillés, vous avez des dossiers pour des gens qui ont... pour les disparus, etc. Donc il faut savoir un petit peu naviguer dans... Mais c'est relativement facile. Avec ce petit guide, quand vous cliquez sur une ligne soulignée, ça vous donne accès à l'ensemble du dossier. L'ensemble du dossier, ça peut être 1200, 1300, 1400 fiches. Alors là aussi, il faut prendre le temps.
Et puis il y a quelques soulignés qui ne marchent pas actuellement. Enfin bon, on ne va pas parler de. On essaye de travailler actuellement sur les dossiers du STO et il y a comment ça s'appelle, deux liens hypertextes qui ont quelques petits soucis. Mais sinon, pour les restes, eh ben, ça donne des fiches qui étaient établies par les services au bout de 3 jours d'absence de l'agent. Le secrétariat général voulait savoir ce qui se passait sur le terrain et on avait en gros 3 jours pour renseigner la direction pour toute disparition ou toute non-présentation au travail. Et après, de savoir ce qui s'était passé. Et beaucoup de fiches, c'est on ne sait rien. Alors que quand on a fait le dossier, on sait qu'ils ont été arrêtés, mis en prison, etc. Mais le service gérant n'avait aucune information concernant ces agents. On a questionné la FED gendarmerie, pas de réponse. L'employé qui remplit la fiche, il ne peut pas faire mieux que pas de réponse. Et voilà ce que l'on peut trouver, ce type de fiche, où on a le nom, le prénom de l'agent et des renseignements. Donc là, j'ai pris une fiche qui était un petit peu significative, donc dans lequel on a le nom, le prénom, l'entrée dans la SNCF, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été fusillé. On sait qu'en plus, il a été licencié en 40, donc il y a de fortes chances qu'il faisait partie du Parti communiste. C'est pas dit, mais c'est ça. Ah, ensuite, voilà le guide de recherche qui était fait par, je ne l'ai pas vu, Anne Savoie, non, elle n'est pas là aujourd'hui, et un document très intéressant qui était du service VB de l'Ouest, qui avait repris l'ensemble de ces agents qui ont été tués, qui ont été gravement blessés, avec les circonstances de leur mort en 3, 4, 5 lignes. Et l'ensemble de ce document nous a servi à expérimenter la recherche ailleurs, avec les renseignements qui étaient dans ces 3 lignes, dans ces 5 lignes, pour rechercher ailleurs, pour rechercher dans les archives militaires, dans les archives civiles, dans les archives de la justice, que ce soit la justice particulière de la zone libre, de la zone occupée, de la zone alsacienne, de la zone du Nord, de la zone administrée par la Kriegsmarine. Tout ça, c'est des renseignements divers et variés. Si vous cherchez quelqu'un qui a été arrêté en bordure de mer, si vous les recherchez dans les dossiers normaux allemands, vous ne pouvez pas les trouver, puisque c'était géré par la marine. Sauf que certains, dans cette zone-là, s'ils s'intéressaient aux V1 et V2, c'était géré par Paris. Sinon, c'était géré par Bruxelles. Donc c'est quand même une chasse systématique à tout renseignement en France et même à l'étranger. Dans les archives départementales, c'est maintenant les registres d'état civil, c'est du courant. Ils sont presque tous numérisés. Il y a 20 ans, il fallait se déplacer. Vous avez le dénombrement de la population, c'est important. Toutes les années 6 et 1 de chaque décennie, il y avait un recensement dans lequel c'était la population était recensée. Et vous pouvez retrouver, à partir d'une date de naissance, à partir d'un métier, etc., des renseignements. Le registre important, c'est 1911, car en 1911, les professions étaient indiquées. Donc, quand vous travaillez sur une commune, vous travaillez sur la commune et vous relevez employé du Nord, PLM, PO, État, etc. Et vous pouvez comme ça faire la population cheminote d'une commune. Les listes électorales, vous avez les assermentations en application de la loi du 15 juillet 1845. Une partie de notre personnel est assermenté et on passe devant donc, le juge et on prête serment et il en reste trace au ministère de la Justice. C'est-à-dire qu'on retrouve des dossiers d'agents qui ont prêté serment en 45, 46, 47, 1845, avec des originaux. C'est pas classé, c'est en général dans une boîte à archives, aux archives départementales, et là, il faut piocher les dossiers les uns derrière les autres, qui ne sont pas classés par ordre alphabétique, qui ne sont pas non plus classés par ordre de date, qui sont classés comme ça vient. Donc pour l'instant, le service généalogique on a dû faire 40 départements.
40 départements. On prend par exemple la Côte d'Or, c'est 20 boîtes. Il faut au moins 20, même 30 ou 40 séances pour faire un département. C'est long. Donc il faut des bénévoles et qui ont la niaque pour aller faire ces relevés. Et après, on publie département par département ce que nous avons trouvé. Et dans ces cas-là, on a des choses très intéressantes. À Dijon, je prends l'exemple, parce qu'en demandant un dossier, on m'a sorti un dossier très particulier qui était les enquêtes de moralité politique des employés de chemin de fer par les légions de gendarmerie en 1850. L'objectif, c'était de licencier le maximum de cheminots qui étaient contre le régime. Donc, enquête de moralité politique. Donc là, sur Dijon, on doit avoir 2000 dossiers à cette époque-là, où déjà la lettre de mission des gendarmeries disait « Ne vous renseignez pas auprès de la haute hiérarchie de la compagnie, ils sont suspects ». Ça commence bien. Et ensuite, cette longue litanie, c'est l'île Gaulois, l'intransigeant, etc., à licencier. Monsieur Untel, d'une très grande qualité professionnelle, etc., mais est capable de mener 40 personnes contre le régime. La réponse est à licencier. Ce monsieur a de très mauvaises fréquentations dans l'estaminet ou le bistrot de tel endroit où il profère de nombreux discours contre le président. Je ne dirai rien, c'est le neveu du vice-président de la République. Ça, c'est le gendarme qui se mouille. Est capable de nourrir sa femme et 3 autres femmes. Ça, quand vous tombez là-dessus, dans une généalogie, vous pouvez vous poser des questions. Mais c'est un constat d'un gendarme fait sur la région de Dijon. Donc, si vous connaissez, si vous avez ce genre de dossier dans d'autres départements, ça doit exister, mais ils ne sont peut-être pas subsistés. Et c'est l'origine, dans ces dossiers, du souligné en rouge qu'on pouvait trouver dans les dossiers du personnel. Ou déjà, quand j'étais jeune, responsable à l'équipement, j'avais déjà du personnel ou les syndicalistes qui me demandaient si dans les dossiers, j'avais encore des gens soulignés en rouge. C'est-à-dire les gens à surveiller. Vieille pratique administrative. On a aussi une richesse qui a été trouvée à Strasbourg, au détour d'une boîte d'archives. Ce sont les registres de libération par les Prussiens des prisonniers de guerre pour la guerre de 70. En 70, les Allemands avaient fait tellement de prisonniers qu'ils n'étaient même pas capables de savoir, ça les encombrait. Ils ne pensaient pas avoir fait d'autant de prisonniers. Et donc, dès que les hostilités ont été terminées, ils ont renvoyé, vite fait, bien fait, tout le monde à la maison. Et au point de passage à Strasbourg, eh bien, les organismes de l'État ont relevé les gens qui repassaient la frontière avec leur profession. Il n'y aurait pas eu de profession, je n'aurais pas remis ça dans ce document-là. Si vous avez les passages, moi je pense à Belfort ou Forbach ou autres, n'hésitez pas de nous le signaler. On a aussi, encore une spécialité d'Alsace-Lorraine, c'est qu'en 70, les chemins de fer sont passés prussiens. Ces chemins de fer, ces Alsaciens sont partis. On les retrouve donc en série BB aux Archives nationales. Ils ont opté pour la nationalité française. Donc ça, c'est la diaspora alsacienne qu'on retrouve dans tout le monde. Et avec impossibilité de rentrer dans leur terre natale. Pas de question d'avoir de passeport. Ils ne pouvaient avoir qu'un pass-acten pour 1 ou 2 jours. Il fallait qu'elle soit donc signalée. Je veux me rendre auprès de ma mère ou de mes parents pour régler les affaires de famille. Et vous avez quand même dans les cheminots des gens qui ont les têtes dures. Je pense à l'officier de cavalerie, chef de la cavalerie du PLM rue Coriolis à Paris, où tous les ans il faisait une demande. Mon cher Guillaume, comme ça qu'il s'exprimait vers l'empereur, mon cher Guillaume,
Je ne comprends pas pourquoi je dois te faire une demande pour rentrer chez moi alors que tu es rentré chez moi sans avoir mon autorisation. Vous vous doutez de la réponse. Refusé. Et l'année suivante, rebelote, le gars il a recommencé. Alors, est-ce que c'est le caractère toujours pertinent du PLM ou la caboche d'un ancien Alsacien? Je vous laisse seul juge. Hop. Et bien voilà comment se posait ce papier. C'est une commission d'agents assermentés. Vous avez tous, enfin pour ceux qui sont assermentés, cette petite carte grise dans vos portefeuilles, placée au-dessus du permis de conduire, évidemment. En cas où on est arrêté, c'est quand même intéressant de montrer à la gendarmerie qu'on n'est quand même pas qu'un contrevenant au truc. Et ce document permettait aux agents de dresser des procès-verbaux à condition d'avoir un témoin. C'est l'équivalent du chef comment s'appelle, du garde-chasse, du garde-pêche, du garde champêtre ou d'un gendarme qui doivent avoir toujours, eux, un témoin avec eux. Alors qu'un officier de police judiciaire est capable de dresser un procès-verbal sans aucun témoignage. Or, essentiellement utilisé pour tout ce qui était dominalité, déversement des eaux dans les fossés du chemin de fer, déplacement des meules, culture trop proche des voies, enfoncement de barrières, de garde-barrières, et puis avec les chefs de gare, fausse déclaration de transport. C'est-à-dire que des gens faisaient transporter par le chemin de fer des marchandises et la déclaration ne correspondait pas à la marchandise. Et bien voilà, c'est par Acton. Donc c'est une demande qui était faite sur du papier en tête de la compagnie du chemin de fer du Nord. Et pour les amateurs, c'est écrit en setorlin, c'est-à-dire l'écriture manuscrite qu'on appelle aussi le Spitz. Et alors très facilement, c'est qu'en plus, quand on donne ça à nos collègues allemands, puisqu'on est lié avec les cercles généalogiques des cheminots allemands, ils ont du mal maintenant à le lire, car en plus dedans, il y a des tournures françaises. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre, puisqu'ils lisent ça globalement, ils ne comprennent pas le mot. Mais je dis, mais lis-moi ce que tu lis. Je ne sais pas lire. Et encore pire, c'est pour ceux qui sont d'origine de Forbach ou du Luxembourg, car là, ce n'est pas de l'allemand, c'est du francique. C'est-à-dire un allemand particulier de cette région-là. En Alsace, c'est le Plattdeutsch. Ça, ils savent, parce que toute la région rhénane, c'est la même chose. Et ça, on a des textes encore au chemin de fer de ces époques-là, des actes de naissance ou des actes de service qui sont comme ça en francique. On va parler rapidement des archives mémorielles du conflit contemporain, parce que ça nous donne, sur cette période actuelle, une grande source d'informations pour nos parents ou grands-parents qui ont fait la guerre de 39-45. Ben, c'est quand même curieux, c'est que cette mémoire s'étiole beaucoup. Beaucoup de gens viennent nous voir sans savoir ce que leur père ou leurs grands-parents a pu faire pendant la guerre. Oui, il a été prisonnier, oui, il est mort, mais sans plus d'informations, s'il a été déporté, s'il a été fusillé, si la mémoire fout le camp. Bon, donc on a travaillé sur ce sujet-là avec Thomas Fontaine et puis l'équipe de Rail et Histoire. Béziers a largement participé pour sortir des dossiers. Combien de dossiers on a dû sortir? 6 000. Voilà. Donc, à Caen, on a sorti aussi de cet ordre-là, pour retenir à la sortie 2700 noms, pour lesquels il y a eu des notices biographiques. On a gardé donc au Mans et à Béziers des documents typiques ferroviaires que les universitaires ne connaissaient pas. C'était donc pour eux une approche particulière des recherches en entreprise.
Le mémorial de la guerre, donc on va passer sur la guerre 14-18, alors c'est encore presque pire. On est dans la période 14-18, on en a mangé, on nous a seriné, on a demandé de défaire des dépôts, etc. Et pour beaucoup de gens, même encore actuellement, viennent nous voir. Il était dans quelle arme? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon. Et donc, avec les archives de nos entreprises, nous arrivons à refaire des points de fixation pour retrouver autre chose. Premièrement, c'était la collecte des plaques commémoratives dans les emprises, 1200, 1300 plaques, 20 000 noms sur les plaques, 39, 45, et sur les plaques, un nom, parfois un prénom, parfois uniquement la première lettre, et un grade. Et avec ça, eh ben, faut se débrouiller. Alors, ce n'était pas facile à un moment. À un moment, on utilisait donc Mémoire des Hommes, qui est un site du service historique de la Défense. Et là, récemment, avec le grand mémorial des Archives de France, on a un accès bien plus facile aux fiches de matricule militaire. Car jusqu'à présent, il fallait avoir le numéro de la fiche et savoir sur quel bureau le cheminot avait été recensé. Donc traditionnellement, c'était recensement dans le canton de naissance. Sauf que quand vous avez un jeune cheminot, même à 18 ans ou 19 ans, il ne reste pas sur son canton de naissance. Donc on avait un Marseillais qui se retrouvait à Paris, un Dijonais qui se trouvait à Lyon, un Lyonnais qui se trouvait à Marseille ou à Chambéry. Donc où est-il passé à l'âge de ses 20 ans pour être recensé? Grâce à Grand Mémorial, nous arrivons à avoir la majorité des fiches renseignées, pour les fiches qui existent. Parce que vous avez toute la zone nord de la France, je reprends le nord, l'Aisne et les Ardennes, où ces fiches-là ont été détruites en 14, elles ont été reconstituées dans les années 25 et redétruites en 39-40. Donc les sources sont pas évidentes dans ces zones-là. Donc à Caen, c'est donc un service des archives départementales, des archives historiques de la Défense, où on retrouve donc des dossiers morts pour la France, connus plus facilement par Mémoire des Hommes. On a aussi la liste des sépultures de guerre. Donc vous cherchez, vous tapez votre nom, le prénom de la personne, et vous avez, si la sépulture de guerre a été enregistrée, le lieu où il a été enterré. Vous avez des dossiers qui sont des dossiers de victimes civiles. Après la guerre, les familles ont demandé le statut de victime civile, ont donc déposé des dossiers, et ces dossiers de dépôt de demande de victimes civiles sont à Caen. Vous avez tous les dossiers après des déportés, les fusillés du Mont Valérien, c'est aussi à Caen. Ils sont répertoriés, il y a des listes qui existent, c'est relativement facile de rechercher. Je n'ai pas dit que votre recherche ça peut être 3 lignes, hein, parce que monsieur Untel était à, comment ça s'appelle, à Compiègne. Il est montré dans le train le temps du temps et on n'a pas d'autres renseignements à la sortie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est arrivé jusqu'au bout du voyage, s'il a été enregistré dans un camp de déportation ou quoi que c'est. Mais on sait qu'il est parti de Drancy ou il est parti de Compiègne ou d'un autre lieu. Il faut retrouver d'autres sources pour pouvoir se recouper. Vous avez également une chose qui est très demandée actuellement, c'est tous les dossiers de STO. Ce sont des dossiers verts. L'ensemble des dossiers se trouve à Caen, mais pour l'instant, faute de crédit, il n'y a pas eu ni d'indexation, ni de relevé systématique. Si vous avez un parent qui a été sujet, donc soit réfractaire ou soit qu'il est parti au STO, vous pouvez toujours vous adresser à Caen, vous y allez, et on va vous sortir la fiche, mais il faut que la personne aille le chercher dans les rayons. C'est long. Mais il y a des choses intéressantes dedans. Et là, vous avez des photos. Parce que pour les gens du STO, il fallait des passeports pour aller en Allemagne. Et donc, systématiquement, il y a 4 photos qui ont été faites pour faire les papiers d'identité pour aller en Allemagne. Vous avez également les pensions militaires qui sont en train de revenir. Il y avait des pensions militaires qui étaient à Châtellerault, d'autres au Blanc et d'autres à Pau.
et qui sont en train de revenir donc, dans cet établissement des archives historiques de la Défense. Après, il y a la grande littérature, La vie du rail, Notre métier, qui déjà, dès que Notre métier a été autorisé à réapparaître, faisait des listes d'appels. Nous sommes à la recherche d'informations concernant un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, à ce jour sans nouvelles. Et là, il y en a des pages, et des pages, et des pages. Vous avez également dans ce genre de... dans Notre métier, La vie du rail, toutes les citations SNCF. Pour l'instant, il n'y a pas de relevé systématique du nom avec la citation. Il faut lire le journal au fur et à mesure, ou faire le relevé qui est en cours. Vous avez les rapports de police pour les victimes des bombardements. Ça, c'est en série W, dans lequel les cheminots, entre les bombardés et les mitraillés, il faut compter 8 000 à 9 000 personnes. Donc tout est bon, à condition de trouver l'information. Et c'est à chacun de nous le signaler quand il tombe sur une mine, une pépite ou dans la famille. Ne pas hésiter de nous recontacter. Les archives de Résistance Fer, on en parle beaucoup. Résistance Fer est une association qui a été dissoute et l'ensemble de ces archives a été remise aux archives nationales. Donc si vous avez des parents qui ont été assimilés à Résistance Fer, la demande est à faire donc à Pierrefitte. Vous avez les archives du Rhône qui avaient fait, depuis plusieurs années, un mémorial de l'oppression. C'était des dossiers qui ont été faits après la guerre pour emmener les Allemands devant la justice pour crimes contre l'humanité ou pour les crimes de guerre. Et donc les dossiers de crimes de guerre dans la région lyonnaise, vaste, hein, parce que ça prend Lyon, ça prend l'Ain, ça prend une partie de la Savoie, ça prend la Drôme, ça prend l'Isère, ça prend le sud de la Saône-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire. Et donc là, vous avez des listes. Tel village, tel jour, intervention de telle unité allemande ou de la milice ou des GPR, ou etc., ont fusillé, brûlé, etc. Un constat des lieux, village par village. Donc là-dedans, vous trouvez des informations. C'est pas évident, mais bon, on y arrive. Vous avez aussi à la Coupole, à Elfaux. Alors la Coupole, c'est un centre d'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais a une histoire particulière dans la répression, puisque c'était une zone qui n'était pas sous l'autorité donc de la police civile allemande, mais de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée. Et le tribunal de référence, c'est Bruxelles. Donc il faut rechercher les informations dans la documentation dans la documentation disponible dans les archives d'État, les archives royales de Belgique. Et là, vous avez les jugements, les comptes rendus d'opérations. Et à Elfaux, étant donné que c'est la coupole où on devait tirer les V2 en France. Elle existe toujours, vu la masse de béton et de ferraille, elle n'a pas été démolie. Mais elle a été transformée en centre d'histoire. Une partie pour les opérations de 39-45, mais aussi tout le processus de construction industrielle des V2, de la construction des souterrains, des usines souterraines, la construction des engins, le transport, sont regroupés donc, parce que ça faisait partie donc, du camp de concentration, DORA, Deutsche Organisation Reich Arbeit, et en particulier du camp de Mittelbau. Et ça, c'est des documents qui sont actuellement à la coupole et qui sont en train d'être dépouillés. Et vous allez avoir, dans quelques mois, dans quelques années, un dictionnaire de tous les déportés de ce camp avec les unités de travail. C'est un travail qui est en cours. Ceux qui ont des renseignements ou qui ont eu de la famille à Dora, qui n'hésitent pas de contacter directement l'équipe qui travaille. Beaucoup de sources de droite et de gauche, vous n'avez pas fini. La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre, qui ont des documents uniques qui sont de la période 45-46.
Ça, c'est un document qu'on a retrouvé. C'est pour où il était passé. Je sais que j'avais eu la joie de le photographier une fois et on ne savait plus où c'était. Mais quand j'ai fourni la photo, on me dit ah si, c'est ce que c'est. Bon, c'est la liste des employés des chemins de fer de l'État morts pendant la guerre de 14-18. Il faut le prendre comme il est. Il semble qu'il en manque au moins un bon tiers et qu'on est en train de repêcher. Pourquoi ces gens n'ont pas été reportés sur ce document, je ne peux pas vous dire pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Pour 14-18, vous avez aussi le livre d'or de la région sud-ouest qui reprend les agents de 14-18 du Midi, du Paris-Orléans et 39-45. Là aussi, c'est très succinct, mais ça a permis d'avoir une source documentaire pour rechercher ailleurs. Ce document est conservé dans un coffre-fort de la gare d'Austerlitz. Ensuite, vous avez des petits opuscules. Si vous en trouvez, n'hésitez pas. Lors de l'inauguration des monuments commémoratifs du chemin de fer du Nord, c'était une pyramide en gare du Nord, elle a disparu. Un monument sans nom au PLM, qui est toujours en place, mais avec les 1200 morts du PLM. Vous avez, avec ces noms-là, on se remet sur Mémoire des hommes avec les fiches. Ce qui me fait un peu marronner, c'est qu'on prend ça comme une source. La source, ce n'est pas Mémoire des hommes, c'est le service historique de la défense à Caen. Ça, ce n'est que la transposition des fiches originelles. Les gens actuellement ne recherchent même pas l'original. On a régulièrement des recherches avec deux entreprises de généalogie que je ne vais pas citer, Généanet et Philae. C'est la référence. Mais ce n'est pas la référence, ce sont des marchands de soupe. Ils reprennent des archives publiques et qui font payer leurs adhérents. Je trouve ça un peu gonflé. Donc qu'on reprenne les sources officielles au lieu de passer par des marchands de soupe. Il y a un représentant de Généanet, c'est pas grave, ils connaissent mon opinion. Donc à Caen, vous avez ce type de dossiers qui sont des dossiers de déportés. L'important, c'est la cote 21P 474 047 ou etc. qui vous donne accès à ce moment-là au dossier. Et chaque dossier, des fois des dossiers sont très 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 minimes et des fois relativement chargés comme information. Les comptes rendus d'arrestation et le processus de déportation au sein des camps. Mais pour certains camps, on n'a pas grand-chose. Ça, c'est un extrait donc, de la vie du rail. Je vous rappelle que la vie du rail, c'était l'organe de publication et de promotion du fer par la SNCF et dans lequel on recherchait donc en 1948 une liste d'agents et de parents non rapatriés. C'est-à-dire qu'on faisait des appels pour savoir si on avait vu, si on connaissait des renseignements, parce qu'il n'y avait pas de renseignements. On a parlé de résistance fer et on va passer aux décorations. Décorations. La première, la Légion d'honneur, dont on a des renseignements donc, auprès du secrétariat de la Légion d'honneur à l'hôtel de Salm, et pour les anciennes décorations qui sont donc maintenant à Perfit, et encore à Fontainebleau. Il est curieux que dans ces dossiers de Légion d'honneur, il y a beaucoup d'absents de la guerre de 14. Je ne sais pas où sont passés les dossiers des légionnaires de 14. Systématiquement, le dossier non trouvé... Alors je sais qu'on distribuait la Légion d'honneur pour une journée ou deux journées, qu'on retirait la Légion d'honneur d'un préfet ou d'un sous-préfet pour l'accrocher au gars qui allait mourir pour qu'il sache qu'il a la Légion d'honneur dans un hôpital. Donc il y a des dossiers qui sont très très maigrelets. On a la médaille militaire, la croix de guerre, la médaille des évadés, la médaille interalliée, les médailles de Verdun, et ça on retrouve ça dans le journal officiel. C'est intéressant le journal officiel à lire. Vous voyez que pour dormir, ça va vite. Donc il faut retrouver la personne que vous retrouvez dans le journal officiel. Ah, il y a des combines, je vous en donnerai quelques-unes. Et en particulier, j'ai été très étonné, moi, par la médaille des évadés. Quand je suis tombé sur cette mine, j'ai regardé, car il y avait les professions.
donc très intéressant, agent, oui, agent de la Compagnie du Nord, agent de machin, etc. Et à présent, on en a plus de 700. Alors, ce qui veut dire que les camps de prisonniers de guerre de 14, c'était des colonies de vacances, puisqu'ils partaient sans arrêt en étant évadés. Parce que 700, c'est pas un petit nombre. Ou est-ce que c'est que la médaille des évadés servait à autre chose? Moi, j'en suis arrivé, c'est que ça servait surtout à celui qui remettait la médaille des évadés, c'est-à-dire le député ou le conseiller communal, ou etc., qui remettait cette médaille à quelqu'un. La personne qui était au bout, ça n'avait pas de bagarre d'intérêt. Le problème, c'est que quand il était en tournée, il fallait qu'il distribue des médailles. Non, les décorations coloniales. On a également toute la série des médailles civiles, les mérites agricoles, les palmes académiques, les officiers de la service public, la médaille de prévoyance sociale, la médaille de l'enseignement technique. Allez! Et ça, c'est encore le journal officiel. Un nom, un prénom, une fonction au chemin de fer de telle époque a eu la médaille. Ce qui nous permet de dire qu'à telle époque, monsieur était à tel endroit. Vous avez également les médailles d'honneur pour les 30 ans, ce qui nous correspond, nous, à la médaille d'honneur du travail maintenant. Donc là également, il y a des listes qu'il faut dépouiller systématiquement pour ces médailles. 30 ans pour la médaille classique. Pour les agents les tractionnaires, c'était 25 ans. Et pour les agents qui faisaient du service en Algérie, c'était aussi 25 ans. Ce qui permet de resituer dans la déclaration, vous avez médaille d'honneur pour 21, pour 25, 26, 27 ans. Très souvent, il y a la date, enfin la durée de service pour l'obtention de la médaille qui est indiquée sur ces documents. Donc cette médaille d'honneur a été transférée sur les médailles d'honneur des chemins de fer en 1913. Et en 1913, la guerre est arrivée. Donc on a commencé à distribuer ces médailles à la fin de la guerre de 14 et après la guerre de 14. Sachant que la médaille du travail est bien plus jeune que la médaille des chemins de fer. Et puis vous avez les médailles d'association de cheminots qu'on retrouve. Médaille Légion d'honneur, médaille d'honneur pour les 30 ans, qui est devenue les médailles d'honneur du chemin de fer, des listes. Vous voyez, comme quoi, quand c'est écrit comme ça, il faut déjà trouver... alors, il y a des méthodes avec l'ossérisation de ces documents qui a été fait par la BNF, Bibliothèque nationale de France. Vous avez ici des médailles donc d'association. La fraternelle, ça vous dit quelque chose? Si je vous parle de la MIF, la mutuelle d'Ivry et la fraternelle, eh ben, c'est l'origine. Et donc, pour les trésoriers, ceux qui faisaient donc de l'animation de cette mutuelle, il y avait des médailles. Vous avez une autre médaille, ce qu'on appelle la médaille des jaunes, c'est la médaille de l'Union catholique des chemins de fer. Pourquoi la médaille des jaunes? Parce que c'était les gens qui étaient systématiquement contre la grève. Et puis une médaille particulière, pour les Alsaciens-Lorrains, c'est la médaille des 25 ans, qu'on se chargeait bien de mettre au-dessus de sa poche, du côté droit, du côté gauche, pour montrer qu'on était un vieux briscard de l'Alsace-Lorraine. Également, pour rechercher tout ça, c'est la littérature régionale. Je prends quelques exemples. Je ne vais pas prendre le journal officiel comme littérature régionale, mais l'Ouest éclair, le journal Périgourdin, le journal de la Dordogne, l'Express du Midi, le Petit Parisien. Dans tous ces journaux, on retrouve des nominations de cheminots. Donc il faut prendre le temps de dépouiller ces journaux, les uns derrière les autres. Eh bien, on va passer rapidement aux sources diverses, parce qu'avant, ce n'était pas divers. Hein, vous avez les agendas ministériels. Dans tous les ministères, vous aviez des agendas qui permettaient de savoir qui était le chef de gare, qui était le chef de section, qui était le chef de district. À vous de les retrouver. Pareil dans les agendas départementaux, qui est un peu plus fouillé. Autre chose, c'est l'INPI, pour tout ce qui est brevet déposé par un cheminot, ou pour quelqu'un qui est très intéressé par le chemin de fer. Et des exemples, voilà 2 exemples qui ont donc l'annuaire d'adresse du ministère des Transports, et puis l'annuaire Marshall. L'annuaire Marshall, vous avez
l'ensemble des cadres des compagnies de chemin de fer, enfin des 130 ou 140 compagnies de chemin de fer. Dedans, il y a également les chemins de fer secondaires. Il y a le métropolitain de Paris et il y a le Nord-Sud. L'INPI, alors l'INPI, l'Institut national de protection industrielle, eh ben, de 1791 à 1901, 4100 dossiers qui sont à votre disposition, sont libres de droit, le tout c'est d'aller voir. Et pour 1902 à nos jours, c'est en ligne. Donc là, on vous a représenté une locomobile pour laquelle un dépôt a été fait. Et là, c'est un pantographe de TGV. C'est la copie du brevet qui doit être fait par Fiveley. Hein. Une adresse, archives au pluriel, inpi.fr. Toutes les compagnies faisaient de la communication. Le bulletin PLM, le PO illustré, qui est devenu le PO Paris-Orléans, Midi illustré. L'État, notre réseau. Et là-dedans, vous avez systématiquement des renseignements concernant nos collègues. Vous avez l'apprenti du PO. Pareil. Si vous connaissez ce genre de documents, n'hésitez pas à nous les communiquer. On en a une belle collection et il manque toujours des numéros. L'Alsace-Lorraine. 6 numéros, mais en français d'un côté et en allemand de l'autre. Et puis, l'ensemble de ces journaux d'entreprise a donné notre métier qui s'est transformé en la vie du rail, qui était la source officielle de communication de la compagnie vis-à-vis de son personnel. Et puis, tout ce qu'on peut trouver dans les bureaux, ce sont des annuaires des personnels commissionnés du service de la construction du PLM, mais également des listes de notation des chemins de fer de l'État, on en trouve, des actes de relevé, des actes méritoires. C'était pour dire que les cheminots n'étaient pas des voleurs et que la compagnie avait organisé une façon de collecter les objets trouvés, les pièces de monnaie, les billets, les titres de banque, les bijoux qui étaient dans les voitures. Et c'était collationné tous les mois, il y avait une publication. Ouh. Eh bien, on va arriver aux sociétés d'agents qui existent encore. C'est l'annuaire général de l'UAVB qui reprenait sur le PLM l'ensemble du personnel de la voie et du service électrique. On avait la même chose sur le Paris-Orléans. Si vous avez des exemplaires comme ça, n'hésitez pas à nous les confier. Pareil pour le chemin de fer de l'État. Et ça, ce sont des documents qui datent d'avant la guerre de 14. Donc toujours intéressant à retrouver. Les annuaires des associations, par exemple de la MIF, la Fraternelle. Il faut savoir que la Fraternelle a l'ensemble de ses dossiers dans ses souterrains, depuis la création, 150 ans. Oui, je ne veux pas dire souterrain, mais bon, ça fait quand même un peu... Avec des vieilles planches, une vieille porte, c'est un peu entassé, il ne faut pas trop se retourner rapidement. J'en ai déjà parlé, c'était l'Union catholique des chemins de fer, qui existe toujours. Hein. Et puis après, vous avez l'ensemble des associations de grandes écoles. Hop, on me dit d'accélérer, donc on va accélérer. L'OTP, les ingénieurs civils, l'école Breguet, très intéressant pour toute la construction des lignes électriques, des barrages et d'électrification du Midi, et de Tarbes pour la construction des locomotives électriques, et de l'électrification de la Savoie. Les annuaires des écoles qui préparaient les grandes écoles, donc là c'est Sainte-Barbe, et puis Stanislas, des lycées également. Donc vous voyez, c'est vaste, hein, comme... on continue. On arrive à récupérer l'ensemble des accidents ferroviaires historiques, en essayant d'avoir les noms, les localisations, les lieux, les dates, etc. Donc il y a une base de données sur les accidents ferroviaires. Et puis, nos travaux, on va finir. Hein. C'est donc le fichier des anciennes compagnies. Donc c'est un fichier de 520 000 noms qui est en cours. C'est la mémoire des cheminots, qui est les plaques commémoratives dans les emprises ferroviaires. Je vous ai dit 1200 plaques, 20 000 noms. C'est le mémorial des cheminots victimes de la répression, dont un exemplaire était sur la table à l'entrée. C'est 2700 notices biographiques écrites
en collaboration avec Rail et Histoire, avec Béziers, avec Le Mans, évidemment, et puis avec des universitaires. Et puis un cours qui est toujours en cours, c'est la mission 14-18. Pourquoi 14-19? Parce que la majorité des cheminots du Midi étaient engagés sur le front d'Orient, et que le front d'Orient s'est terminé en 19. Voilà les plaques, les cheminots victimes de la répression, et on me dit stop, carré, on arrête. Si vous avez des questions. Public, recherche familiale, que l'on traite à Béziers. Voilà, donc les chiffres, vous les voyez avec deux graphiques. Donc le premier sur le nombre de personnes différentes qui se sont adressées à nous. Donc vous voyez la courbe qui est en nette augmentation. Et donc je crois qu'on en est à 1300, presque 1400 demandeurs différents en 2017. Voilà. Le deuxième graphique en dessous, alors là, comptabilise l'ensemble des dossiers que l'on a traités donc, dans le logiciel archive. Sylvia a bien expliqué que la recherche soit positive ou négative, on avait une traçabilité dans le logiciel. Et quand on nous demande sur un cheminot et qu'on a plusieurs dossiers, voilà, toutes les codes trouvés sont enregistrés. Donc là, vous voyez en nombre de dossiers traités dans le logiciel qu'on est à 3500 en 2017. Alors les facteurs de cette hausse, donc oui, effectivement, le fait que les recherches soient gratuites depuis 2015, depuis novembre 2015, je pense que ça facilite voilà, le fait qu'on s'adresse à nous davantage. Le site internet aussi des archives SNCF qui s'appelle Open Archive. Donc là, je vous invite à aller voir les documents et j'espère que prochainement, il y aura des documents de Béziers sur le site Open Archive. Pour le moment, il y en a surtout de la médiathèque et du Mans. Mais après, voilà, il y a nos coordonnées voilà, et la principale description de nos fonds. Et puis, j'en parlais déjà tout à l'heure, nos opérations de valorisation, les journées du patrimoine, les salons de généalogie. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de hausse. Et donc, la communication des dossiers occupe pas mal de temps des équipes. Alors, je voulais vous dire aussi à travers le graphique, on voit nettement que nos taux de réponse positive s'est amélioré au fil des ans. Même si on a encore quand même pas mal de réponses négatives. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors on a progressé en réponse positive. Pourquoi? Parce qu'on a régulièrement au fil des ans accueilli de nouveaux versements d'archives. On fait du travail aussi sur donc nos arriérés, ce que je vous disais tout à l'heure, quand il manque les dates de naissance, quand il manque voilà, quand on a encore des versements non inventoriés, et bien chaque année on essaye de faire des reprises d'arriérés. Donc plus le fonds s'accroît, plus on peut avoir des réponses positives. Les mises en qualité du logiciel archive, je vous ai expliqué aussi, donc ça compte pour trouver davantage de dossiers. On a aussi fait une opération, donc je vous parlais des dossiers de pension. On a numérisé en fait toutes les listes des décès chaque année par année, et donc grâce à ça, on trouve davantage de dossiers de pension. Par contre, le taux de réponse négative ne va pas forcément diminuer encore comme ça, parce que il faut voir quand même qu'on nous demande beaucoup de gens, d'employés nés entre 1800 et 1870. Et là, on a du mal à trouver à cause de nos lacunes, des lacunes de nos fonds. Voilà, et vous voyez que pas loin de 39% des demandes concerne des cheminots nés entre 1800 et 1870 pour lesquels on n'aura pas. Et donc, quand on voit bien aussi, quand on reçoit de nouvelles archives, je parlais là des archives du Technicentre de Périgueux, ben oui, les premiers cheminots, c'est des cheminots nés en 1880 et pas avant. Donc, on n'espère pas de nouvelles sources, à part peut-être aussi de dépouillement de registres anciens. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'après le dépouillement du cercle,
sont très importants pour combler ces lacunes. Après, je pense aussi qu'on nous demande parfois des dossiers d'employés de chemin de fer, de compagnies d'intérêt local, tramway ou chemin de fer départementaux. Et vous l'avez compris, on ne peut pas avoir ces dossiers-là, parce que nous, donc c'est la SNCF, héritière des compagnies d'intérêt général. Donc après, peut-être que je demanderai moi-même une question à Henri, savoir où on trouve les dossiers des employés des chemins de fer d'intérêt locaux. Voilà. Alors, au niveau du pourcentage entre généalogie et chercheurs, Sylvia l'a déjà dit, hein, mais c'est vrai que la majorité des demandes émanent de généalogistes, et la proportion des chercheurs est donc plus faible. Et alors, on a eu donc une grosse partie d'études sur la Seconde Guerre mondiale, hein, voilà, entre 2013 et 2015. Et puis on a aussi donc des chercheurs historiens locaux. Et puis après, voilà, Cécile en dira plus. Au niveau des recherches généalogiques, on constate voilà, tous les jours le poids du chemin de fer dans l'histoire, avec des gens donc, qui ont de nombreux ancêtres cheminots. Et donc, vous voyez quelqu'un qui s'adresse à nous et qui dit, dans le formulaire, dans ma famille, voilà, les Gendreau et les Alliés, donc Cartel, ils étaient tous cheminots de père en fils, même parfois les épouses. Et donc, il dit qu'il cherche à reconstituer l'histoire familiale. Là, vous avez un autre exemple de quelqu'un monsieur Alain Boca Bartel, qui s'est adressé à nous et qui avait voilà, tous les noms en rouge, enfin rose, c'est des cheminots. Et donc là, on les a tous trouvés à Béziers. Bon, alors souvent, c'est peut-être que des fiches carrières, comme on avait une illustration dans la diapo suivante. Voilà. Donc là, on a réussi à trouver donc, dans un ancêtre, je reviens en arrière juste pour vous montrer, ça marche 1864, né en Sarthe. Celui-là, on a trouvé sa fiche carrière et toutes les autres. Voilà. Carrière au chemin de fer de l'État. Et on a trouvé aussi donc, son grand-père maternel, qui est né en 1887 dans l'Aude, qui était d'abord au chemin de fer de Ceinture, et après la compagnie de l'État. Alors là, j'ai aussi fait quelques bulles donc en fait sur ce que nous disent les chercheurs, les généalogistes quand ils s'adressent à nous dans le formulaire. Donc là où on va, je vous laisse lire un peu, en même temps je fais un petit commentaire. Là où on va plus finalement apporter aux gens, c'est quand c'est vrai que quand ils ignorent, il y a un certain nombre de personnes qui disent j'ignore à peu près tout. Donc là effectivement, on va pouvoir apporter des éléments de carrière. Après, si les gens ont déjà énormément d'informations par leurs archives familiales, je ne vous cache pas que certains peuvent être déçus parce qu'ils ont déjà énormément, évidemment. Sylvia aussi l'a dit, mais vous voyez, à travers les bulles, ils essaient de connaître les lieux d'habitation, les domiciles, voilà, compléter l'histoire familiale, connaître le parcours du grand-oncle, pour lequel il n'a pas d'éléments, les habitations, l'existence, le nom des descendants, pourquoi il est rentré au chemin de fer. Voilà. Donc après, voilà, vous avez des généalogistes qui sont dans leur arbre généalogique qui démarre, et là, c'est plus d'informations d'état civil, mais la majorité des gens qui s'adressent à nous, c'est vraiment le parcours professionnel qui les intéresse. Vous avez aussi des gens dont en fait, les ancêtres cheminots sont décédés dans un accident. Et donc là, ils sont intéressés à savoir le contexte, voilà, qu'est-ce qui est survenu donc, voilà, sur les accidents. Et dernièrement, nous étions présents au salon généalogique de UAICF de Lyon. Et nous avons rencontré cette personne qui a fait un petit historique pour sa famille, un petit livre sur sa famille. Et donc cette diapo illustre en fait ce qu'elle a pu mettre dans son livre. Et il y a des éléments donc qu'elle tient de sources familiales, les photos. Elle avait aussi le certificat de travail. Mais nous, avec le dossier donc, qui est là en noir et blanc parce que c'est une microfiche de dossier de carrière, on va retrouver voilà, les résidences professionnelles et résidences d'emploi et des éléments voilà, qui vont permettre d'affiner et de permettre d'écrire un petit ouvrage pour compléter les archives familiales. Et voilà, je cède la parole à Cécile. Merci. Avec les feuilles, le micro. Non, mais j'ai pas beaucoup de diapos, donc juste mettre d'abord la page d'accueil.
Oui, voilà, merci. Donc moi, je vais vous parler rapidement pour laisser un temps pour la discussion et les questions, de la façon et de comment les historiens, les chercheurs utilisent les archives conservées à Béziers, comment ils les utilisent, ils les ont utilisées et ils les utiliseront à l'avenir, j'espère. Et notamment, je vais commencer par vous citer un petit article de Christian Chevandier qui a beaucoup travaillé sur les cheminots, en particulier les cheminots d'Oulin. Et en 2002, dans le cahier des caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF, a décrit ce qu'a changé pour lui et pour la plupart des chercheurs et des historiens la création de Béziers et le travail dans ses archives. Donc, Christian Chevandier écrit, c'était au cours de l'été 1987. Il n'y avait pas de TGV Méditerranée et le voyage pour Marseille avait été long, puisque lui a travaillé dans les archives de la CPR. Arrivé à Saint-Charles, une rapide promenade permettait d'être à temps à mon rendez-vous aux caisses de prévoyance et de retraite dans de grands bâtiments du port de la Joliette. Pour quelque temps, un des bistrots de l'entrée du site que j'avais choisi pour son nom si joliment provençal devenait mon quartier général. Les grandes pièces de la CPR où s'entassaient les armoires, où coulissaient les dossiers, mon terrain de manœuvre. J'y trouvais les trésors qui me permirent d'écrire les passages les moins convenus de ma thèse. 15 ans plus tard, après un trajet de quelques heures, la chaleur surprend en sortant du TGV. À quelques pas de la gare, quoiqu'après un parcours sinueux, le centre d'archives nous accueille. Il est donc là à Béziers. Les locaux sont clairs, spacieux. Les bistrots sont moins plaisants qu'à Marseille, mais ce n'est pas loin de là la seule transformation. L'historien surgissant à la Joliette faisait figure d'explorateur, et si la gentillesse et la bonne volonté du personnel, la convivialité même se révélaient indéniables, l'aide jamais mesurée, nous nous trouvions en présence de pratiques relativement empiriques, au demeurant peu déplaisantes aux praticiens de la recherche historique. Peu déplaisantes, mais d'une efficacité somme toute restreinte. Sans insister ici sur les conditions d'acquisition de cette compétence, ce sont des professionnels des archives, des professionnels d'archives cheminotes qui nous accueillent à Béziers. La différence est, sur ce point, essentielle. Voilà, donc vraiment Béziers a changé beaucoup de choses, comme le décrit joliment, je trouve, Christian Chevandier. Donc ce sont principalement les historiens et les sociologues qui vont travailler sur ces sources. Alors, de tout ce qui vous a été montré, des types de documents que vous avez pu voir tout à l'heure, on peut travailler à la fois sur une aire géographique, une région, sur une ville, sur un établissement ferroviaire pour y retrouver les cheminots qui y ont travaillé. On peut travailler aussi sur des cohortes par âge ou encore sur une profession qui sera ciblée au préalable par le chercheur. Alors, un certain nombre de chercheurs ont d'abord travaillé donc, à la CPR décrite par Christian Chevandier, et notamment on pense bien sûr aux travaux de Georges Ribeil et sur les personnels des compagnies puis de la SNCF. Et Christian Chevandier, lui, a fait une thèse en histoire, donc il a soutenu en 90, sur les ouvriers des ateliers de réparation ferroviaire d'Oulin. Donc comment a-t-il procédé à partir des documents qui étaient encore à l'époque à la CPR? Donc il fallait d'abord repérer les noms. Donc là aussi, c'est servi du recensement, des recensements dont on parlait tout à l'heure, et il avait retrouvé à l'époque 117 dossiers. Et donc avant et au moment de la création de Béziers, donc il y a Raillé Histoire qui s'appelait encore la HICF pour ceux qui nous ont connus sous ce nom-là, donc avait organisé une commission qui s'appelait Histoire sociale des transports par fer, qui avait tenu un colloque en 1999, donc juste au moment où Béziers était en cours en voie de mettre à disposition tous les documents qui vous ont été présentés. Et donc, on s'aperçoit dans les actes de cette commission que ce sont encore principalement les résultats du recensement de 1911 qui sont utilisés. Parce que le recensement de 11, comme on vous a expliqué, il y avait les professions.
Mais il y a quand même deux intervenantes qui commencent à travailler sur les dossiers de personnel, donc encore conservés à l'époque dans les directions régionales, donc sur Catherine Marconi sur Toulouse, et puis Christine Chaoui qui avait découvert de façon un peu fortuite, précise-t-elle, 2600 fiches carrières d'agents de Tours. Donc là, ce sont des études sur les origines géographiques et sociales de ces cheminots. On peut considérer, je pense, Laurence et Agnès me contrediront, que le gros travail, la grosse recherche qui a été vraiment menée à partir des archives conservées à Béziers, c'est la thèse de doctorat en histoire de David Lamoureux, qui est intitulée « Les cheminots du sud-ouest de la France, de la démobilisation au Front populaire, agents syndiqués », qu'il a soutenu en 2004, qui fait 5 volumes. Et c'est vraiment un des premiers chercheurs qui a pu accéder au dossier de personnel conservé à Béziers et aux documents qui étaient auparavant à la CPR. Donc il explique très bien dans son introduction comment il a travaillé pour rechercher ces cheminots méditerranéens. Donc puisqu'il faut au préalable avoir leur nom, on peut pas Béziers ne peut fournir les dossiers que si on fournit les noms. Donc là encore, c'est le recensement, le bulletin PLM, beaucoup, sur laquelle il a travaillé. Et il a pu constituer comme ça, ce qu'il explique, deux corpus de 283 et 775 dossiers. Donc qu'en a-t-il fait dans son travail de thèse? Ça permet de retracer donc toutes les origines géographiques et sociales de ces cheminots à partir des différents documents et mentions présentes sur les fiches de carrière, sur les pièces d'état civil, d'établir les motifs de l'entrée à la compagnie, au PLM, l'âge d'entrée à la compagnie, les évolutions du recrutement pendant la période, les trajectoires de carrière, les compositions familiales de tous ces agents. Donc c'est vraiment une sociologie de ces cheminots du PLM de la fin de la Première Guerre mondiale à la Deuxième. Donc ces documents nous sont aussi très précieux pour tout ce qui est recherche biographique et, comme on dit, prosopographique. Alors, des recherches prosopographiques, c'est une étude collective qui cherche à dégager les caractères communs d'un groupe d'acteurs en se fondant sur l'étude de leur vie et des parcours des membres de ce groupe. Donc les archives de Béziers ont aussi été utilisées pour le volume du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, dit le Métron, consacré aux cheminots en 2003. Les équipes étaient venues travailler à partir des dossiers de Béziers. Parce que ça peut intéresser tout le monde, je vous informe que les 186 000 notices du Métron seront librement accessibles en ligne, sans inscription préalable, avec un site totalement renouvelé à partir d'aujourd'hui ou de demain, puisque leur journée de présentation est aujourd'hui aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour toute la recherche sur le mouvement ouvrier, syndical, ça va fournir des nouvelles sources qui existent déjà, mais maintenant librement consultables en ligne. Les documents conservés à Béziers donc, ont été aussi largement utilisés par Rail et Histoire pour 2 projets liés à la Deuxième Guerre mondiale qui expliquent en partie les demandes de chercheurs entre 2013 et 2015. Donc à la fin de 2011, je vais vous... Voilà, c'est juste pour vous montrer. La SNCF a confié à Rail et Histoire un très gros projet de recueil d'archives orales et de témoignages de cheminots et de leurs familles qui avaient vécu et travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons réalisé plus de 200 entretiens pour 400 heures de son, qui pour certaines de ces heures et de ces entretiens sont disponibles en ligne
sur un site qui s'appelle Mémoire orale de l'industrie et des réseaux. Donc là, c'est un petit rapide aperçu de comment on a travaillé sur ces documents et comment ils sont en ligne par plage. Enfin bon, c'est pas... Et beaucoup de ces cheminots nous parlaient aussi de leurs pères, de leurs mères, de leurs oncles, de leurs tantes, de leurs frères, de leurs sœurs, qui étaient eux-mêmes cheminots. Donc afin de compléter la documentation qu'on avait pu réunir sur chaque personne interrogée, on a là aussi fait appel aux archives de Béziers pour rechercher les dossiers de carrière, les fiches de carrière, etc. Comme ça, les chercheurs qui travailleront sur les entretiens auront également à disposition un certain nombre de documents écrits qui leur permettra d'avoir une vision plus large du témoin lui-même et de sa famille, de ses ancêtres, à condition, bien sûr, qu'ils aient été cheminots. Donc tous ces documents sont consultables à l'association, y compris les documents qui ont été confiés par les témoins eux-mêmes. Donc on avait demandé plus de 120 dossiers à Béziers et il y avait eu 28 réponses négatives, donc où on n'a pas retrouvé ce qui était un quart. C'est pas énorme, hein, c'est un beau un beau pourcentage de réponses positives. Alors juste pour vous montrer, on n'avait pas fait un fichier Excel à l'époque, mais c'était des fichiers Word. Donc voilà, par rapport à ce que nous avait dit le témoin au cours de l'entretien, donc on essayait de synthétiser tous les renseignements qu'on avait pu avoir, donc le nom, les prénoms, la date de naissance, où il était né, la fonction, son métier et la région. Plus les renseignements sont détaillés, plus les recherches sont faciles à mener et donnent des résultats positifs, notamment en cas de nom et prénom assez courants, comme Pierre Dupont, ou des exemples comme ça. Et donc ensuite, on recevait le document envoyé par Béziers, donc avec de temps en temps négatif. Donc là, il n'y avait rien. Et puis, pour les documents numérisés, on les avait envoyés gentiment. Et sinon, moi, j'avais mené une mission de 2 jours pour prendre en photo les documents intéressants dans le cadre de l'appel à témoignages. Autre projet de Railler Histoire qui a, là encore, davantage fait appel à Béziers, c'est Henri vient de vous en parler, donc le projet de livre mémorial des cheminots victimes de la répression. Et là, pour les archivistes de Béziers, ça a été un travail d'une autre ampleur que celui pour notre appel à témoignages, puisque c'est près d'1 millier de noms qui ont été vérifiés pour compléter les listes établies à partir des archives du service historique de la Défense et de toutes les sources dont Henri vous a parlé, et ce qui permettait là vraiment d'avoir des informations, vous l'avez largement vu tout à l'heure, d'ordre professionnel, puisqu'il y avait eu, dans le cadre aussi du Métron, un dictionnaire des fusillés dans lequel on retrouvait évidemment nos cheminots fusillés. Et c'est vrai que c'était vraiment sur l'aspect carrière et proprement cheminot que leurs informations pêchaient parfois. Donc vraiment les archives et les documents conservés à Béziers ont permis d'étoffer largement tous ces renseignements. On peut évidemment utiliser tout ce qui est conservé à Béziers pour les expositions, et vous en faites dans vos locaux, mais il ne faut pas, si je peux me permettre, hésiter à vous demander que les gens qui organisent les commissaires d'exposition n'hésitent pas à demander à reproduire des documents, des dossiers de carrière, des dossiers de personnel. Voilà, donc c'est vraiment une source qui est encore assez peu utilisée
par les historiens, les chercheurs, les sociologues, et on ne peut qu'espérer, je vais me permettre encore une fois de citer Christian Chevandier, puisqu'il exprime encore mieux que je ne pourrais le faire. Il dit « Il est possible d'espérer que les fonds du centre de Béziers vont être relativement rapidement exploités de manière significative pour un renouvellement de l'histoire sociale de la population cheminote. Puisqu'à partir du moment où on a ces listes de noms, et puis maintenant avec les outils informatiques, il est quand même assez aisé de créer des bases de données, de faire des tris croisés et d'obtenir des résultats extrêmement intéressants en matière d'histoire sociale. Donc, ce sont des documents qui peuvent servir à la fois, comme je viens de vous le dire rapidement, de source principale pour une étude historique sociologique, mais aussi de sources complémentaires dans le cadre, je vous l'ai dit, de l'appel à témoignages ou de tout autre travail biographique ou prosopographique. Et on ne peut qu'espérer que les champs de recherche qui s'ouvrent aux historiens et aux sociologues, qui ont été ouverts et qui sont maintenant largement ouverts par le Centre d'archives de Béziers, toutes ces sources soient vraiment largement utilisées et ouvrent de nouveaux champs de recherche. Voilà. Merci. Donc il est 12h35, c'est parfait. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, c'est à vous. Oui, bonjour. Je suis Jean Charmois, je suis un ancien directeur de la Caisse de prévoyance et de retraite. Et pour y avoir participé pendant de longues années, j'ai suivi tout le parcours de migration des dossiers de microfilmage et puis de migration des dossiers vers Béziers. Donc je connais bien un peu le sujet. Donc je voudrais remercier particulièrement le Sardo et puis toute l'équipe à Béziers, parce que c'est un travail absolument énorme. Comme l'a relaté Madame Aucharles, c'est effectivement, on était dans l'artisanat jusqu'à présent, et grâce à Béziers, on peut avoir enfin des outils et des accès intéressants. Alors, je voudrais juste faire une petite anecdote, c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. À la gare de l'Est, il y a un bunker qui se trouve sous la gare, qui s'appelle l'Abri 14, parce qu'il date de la guerre de 14. Il avait été construit pour protéger les Parisiens contre les obus de la Grosse Bertha. Et donc cet abri 14 abritait des archives de la caisse de retraite à l'époque. Bon. Et puis il se trouve que ces archives ont brûlé. Il y a eu une destruction de ces archives. Et quand, après que les pompiers aient réussi à maîtriser l'incendie, on a découvert un dossier qui restait absolument intact au milieu des cendres, et sur ce dossier, il y avait marqué « pension éteinte ». Voilà, juste. Merci encore. Didier Leroy, moi je me suis beaucoup intéressé, je continue à écrire sur l'histoire ferroviaire, et je voudrais remercier l'équipe de Béziers, parce que déjà j'y suis allé, on a tissé des liens qu'au moment vraiment sympathiques, vraiment cordiaux. Et dernièrement, pour ne pas être qu'un intellectuel, je suis aussi sur le terrain pour sauver du matériel restauré à ma modeste place dans une association en Alsace, à côté de Mulhouse, le Teinture de l'air Alsace, qui a 13 véhicules classés monuments historiques. C'est bien pour une petite association. Mais surtout, on a fait un train de la paix qui a beaucoup de succès. Il y a 4800 personnes qui sont venues. Et c'était l'occasion de faire un livre. Et j'ai remis un livre pour Le Mans. C'était la moindre des choses.
Et la gare centrale de Burnhot était le lieu le point frontière. Il se trouve que le préfet de Colmar, le préfet actuel, a perdu son arrière-grand-père à la gare. Donc tout ça a créé des moments d'émotion. Et j'ai rencontré quelqu'un de jeune qui a 35 ans, qui s'intéresse à l'histoire. Il a retrouvé beaucoup d'archives de ses grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-grands-parents. Et grâce à Béziers, il fallait retrouver les carrières. Et on a trouvé des photos. Alors ça, c'est un peu mon domaine aussi, d'avoir beaucoup de photos d'employés. Et c'est vrai qu'à grâce à Béziers, on a pu tout d'un coup remettre les carrières avec les photos, faire tout un ensemble qui sont dans le livre. On va vous envoyer, je vais vous envoyer tous ces documents, comme ça ils pourront relier quelque chose qui est un peu aride, des dossiers papier. Et il y a beaucoup de fonds de photos. Alors évidemment, les chefs de gare, les gens en tenue, qui portaient un uniforme, ils étaient très fiers, alors ils ont été beaucoup photographiés. Il n'y a pas que, mais eux ont été beaucoup photographiés. Et souvent, il y a aussi quand même une recherche de mettre des lieux, parce que là, comme vous le savez, la plupart des photos, rien n'est marqué derrière, au dos de la photo, ou un nom. En tout cas, merci beaucoup, parce que ça a été... enfin, tout le monde a été très content de voir, et puis de pouvoir publier grâce à Béziers, parce que ça a été des courriers, puis moi j'y suis allé aussi, alors c'était vraiment sympathique. Merci. Oui, bonjour. Moi, voilà, je dirais descendante de cheminots, je pense comme beaucoup d'entre nous, donc j'étais très intéressée par toute cette présentation que je vais répercuter auprès d'autres cheminots quand je vais rentrer sur la Normandie. Ma question était tout bête. Il m'est arrivé, lors de recherches de dossiers de personnel que nous avons envoyés à Béziers par la suite, de traîner dans les caves de notre direction régionale et de voir des documents qui s'y trouvent encore. Je dirais, si j'ai l'occasion d'y retourner pour les regarder d'un peu plus près, si je trouve des éléments qui peuvent paraître intéressants, à qui est-ce que je puisse m'adresser, Béziers ou le cercle de généalogie, pour que ces documents ne soient pas perdus, si tant est que certains aient un intérêt? Alors, vous pouvez vous adresser au Sardo directement, même si vous vous adressez à n'importe quel collègue, ça va retomber dans mon équipe, donc au pôle expertise archives, dont la mission c'est justement de collecter les archives, de faire qu'elles soient bien conservées, bien détruites aussi pour certaines. Donc vous m'appelez et je vous donne ma carte. Oui, parce qu'on voit que ces archives, plus personne ne les gère, tout a été posé là dans un coin et plus personne n'y rentre et ça va être détruit. Ça va être détruit. Oui, bonjour. Donc, je me présente, donc je suis Catherine Tuzet, marconiste de mon nom de jeune fille. J'ai travaillé sur les dossiers de personnel qui avaient été conservés à Toulouse en 1996, donc avant que le centre de Béziers soit créé. J'ai d'abord eu beaucoup de mal à trouver des archives. Je faisais un mémoire de maîtrise. Quand j'ai commencé à chercher des sources, je me suis entendue répondre des archives, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai été un petit peu désabusée au début, un petit peu paniquée. Puis j'ai fini par trouver ces archives qui se trouvaient au sous-sol de ce qu'on appelle de façon abusive la tour d'argent, qui correspondait aux ressources humaines, à la direction des ressources humaines à Toulouse. Ces archives étaient conservées dans un local un peu glacial qui donnait sur les quais, et par une dame qui en avait donc attribué cette mission, mais qui n'était pas du tout archiviste. Elle avait fait de son mieux.
J'ai choisi de travailler sur les dossiers de personnel qui étaient les plus anciens qui étaient conservés et qui correspondaient à des agents partis à la retraite en 1956. Et j'ai travaillé donc toute une année à dépouiller ces dossiers, alors de façon très empirique. J'ai construit un tableau Excel. J'ai été contente de voir tout à l'heure que finalement tous les documents que vous avez projetés me parlaient, parce que c'est effectivement les documents que j'avais trouvés dans ces dossiers. Dossier plus ou moins riche, mais très intéressant. Et quand j'ai fini mon travail, j'ai vu les séries suivantes partir au pilon, et j'étais vraiment, enfin, en tant qu'historienne, très touchée par ces destructions, en me disant que ça représentait quand même des pertes pour tout le monde. Et quand j'ai fini de publier mon mémoire, le centre de Béziers venait de se créer, et on m'a dit c'est bon, les archives vont être transférées à Béziers. Donc déjà merci pour vos interventions, parce que j'étais contente de voir que les choses avançaient. Je me pose une petite question par rapport à ce que Madame Auchard a évoqué. Comment sont classées exactement les archives à Béziers? Je n'y suis pas allée, à mon grand regret, j'espère le faire rapidement. Est-ce que donc les archives, les dossiers personnels sont classés par ordre alphabétique, par origine géographique? Parce que pour le travail des historiens, effectivement, ça pose un petit peu, un problème peut-être, pour choisir un sujet de recherche. Oui, les archives, en fait, si on prend l'exemple de Toulouse, elles sont arrivées versées par la direction de Toulouse, donc dans un ou plusieurs versements. Et donc la logique de classement qu'on demande de respecter pour les dossiers d'agents partis avant 72, c'est un classement dans l'ordre des années de cessation de fonction. Et après, à l'intérieur des années de cessation, le classement alphabétique. Voilà. Oui, donc ça correspond au classement que j'avais trouvé moi à Toulouse, effectivement. Voilà, c'est ça quand même. Et souvent dans les régions aussi, les dossiers d'auxiliaires étaient pas ensemble, pas avec les dossiers d'agents en cadre permanent. Ça dépendait des cas, mais par exemple ce qu'on a reçu de la direction régionale de Nancy là, récemment, les dossiers d'auxiliaires étaient bien à part, mais sinon c'est toujours la même logique, voilà, de classement. D'abord l'année de cessation et après l'ordre alphabétique. Oui, à Toulouse, les dossiers des auxiliaires étaient, eux, pas numérisés. Microfilmés, ils ont été micro, voilà. Alors que les dossiers des agents titulaires étaient gardés en papier. Et c'était classé à part, effectivement. Et donc c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, le mieux pour qu'on regarde, c'est que vous nous donniez une liste de noms que vous aviez, dont vous aviez consulté les dossiers, puis on regardera si c'est arrivé. Après, bon, c'est sûr que c'était avant la création de Béziers, donc il y a eu application, oui, des règles antérieures, là, et c'est sûr qu'il y a eu des destructions. Pour la cessation, pour les dossiers, c'était normal que vous aviez des dossiers des agents cadre permanent et des auxiliaires. Parce que les auxiliaires, c'était la région qui gérait les documents de réponse aux familles. Donc, moi je suis Paris Sud-Est, les dossiers d'auxiliaires étaient bien séparés des autres, puisque les autres c'était la CPR qui répondait. Et donc ça, dans un grenier, c'était à la cave, près des sous-marins, en gare de Lyon, où il y avait l'ensemble des dossiers des auxiliaires. Et il y avait une personne de la direction P, parce que c'était encore une direction P, qui était chargée de faire les réponses. C'est-à-dire rechercher les bulletins de paye ou les copies pour justifier des droits. Et ça, c'était le bureau P de Paris Sud-Est qui le faisait. Donc, les dossiers étaient séparés. Oui, là, à Toulouse, dans les dossiers que j'ai consultés, il n'y avait pas la partie paye, en fait. Il y avait quelques fiches qui semblaient être égarées. C'est le dossier solde. Voilà. Payer tant de l'époque pour donner des droits, vous avez dit qu'à sécurité sociale. Eh oui, oui. Merci. Oui, Anne-Marie Morton du Cercle généalogique des cheminots. À propos des demandes généalogiques, pour simplifier, que faites-vous que faites-vous des demandes, des informations fournies par les demandeurs? Alors, est-ce que vous les collectez? Est-ce que vous les conservez? Est-ce que vous créez des dossiers? Alors, concernant les réponses positives,
quand vous trouvez un dossier, je suppose que vous les reliez au dossier que vous avez trouvé, mais quand vous ne trouvez pas de dossier concernant, qu'est-ce que vous faites de ces données? Alors au niveau des réponses, vous avez vu qu'on faisait ce qu'on appelle un tableau Excel. C'est la stratégie de recherche en fait. Et cette stratégie de recherche, enfin moi je suis arrivée en 2012, peut-être j'ai mis un peu de temps à mettre tout en place, mais on garde toutes nos recherches. On a un archivage sur le serveur informatique de tous ces tableaux, de toute notre stratégie, de la réponse. Donc en informatique, les numérisations aussi qu'on a faites. Par contre, pour ce qui est des données qui arrivent via le formulaire maintenant, je ne sais plus depuis quand on l'a mis en place, peut-être 2016, mais enfin, voilà, c'est aussi gardé en informatique. Par contre, on n'a pas la même démarche que vous au cercle de faire le relevé. Le relevé, ça, on ne l'a pas, donc on n'a pas en fait toute la généalogie. Et bon, les données du formulaire, elles sont aussi archivées en informatique dans le numéro de la recherche, mais après on l'exploite pas comme vous le faites, quoi, en fait. Par contre, il y a le RGPD. Voilà. Alors quand même, précision, parce que ça, vous savez, depuis le 25 mai de cette année, il y a une législation qui s'applique, qui est le RGPD. Donc en fait, on est en train. Alors, on a à la SNCF, il y a eu comment dire, une étude lancée par la RH auprès de tout le monde, dont nous bien sûr, pour voir comment on était conforme ou pas, ou comment se mettre en conformité. Donc en réalité, là, ce que vous dit Laurence, c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On a une réunion la semaine prochaine entre nous, pour toute l'équipe, enfin tous les cadres du Sardo, pour voir par rapport aux éléments de réponse qui nous ont été apportés, enfin donnés par le cabinet de consultants payé par la LDRH. Voilà, et donc du coup, je réserve la réponse. Et je ne sais pas quelle question vous alliez poser, mais vous pouvez toujours la poser. Ça sera intéressant à noter, mais il y a des choses qu'on va repasser au crible, parce qu'il y a des choses, des informations qu'on doit donner, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et par rapport aux conseils qui nous ont été donnés, on va revoir certaines choses. Donc là, on est entre deux, là, je dirais. Hein. Bah, elle est intéressée, mais c'est peut-être pas pour ça que je vais vous répondre. Il s'agit de renseignements concernant un cheminot. Quand on sait que nous avons une base de données, ça pourrait nous revenir, entre guillemets, hein, pour que nous puissions le mettre dans notre base de données. Ça nous ferait un cheminot de plus. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est un autre problème. Oui. Mais c'est vrai qu'après, nous c'est pas pour utiliser les données, hein, c'est pour voilà, une traçabilité archivistique, on va dire. Et après, il y a aussi des gens qui parfois ont oublié les documents, enfin non plus, concernant les documents qu'on leur a déjà donnés X temps, ou qu'on a reçu le mail. Alors bon, plutôt que de recommencer tout, on a une trace. Oui. 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 Vous vouliez encore dire quelque chose? Maëlène, ouais. Merci. Bonjour. Alors moi je m'appelle Mayalène Berasategui, je travaille au Mémorial de la Shoah et je suis chargée d'un projet de recherche sur les cheminots juifs pendant l'occupation, pour savoir comment la SNCF s'est dépatouillée, quel a été le sort de ces personnes, etc. Sachant qu'en 1940, il y a plus de cheminots que de juifs en France. Voilà, et sachant que de cheminots d'agents qui se sont déclarés juifs, il y en avait 141. Voilà, donc c'est pour vous donner la taille de l'aiguille et la taille de la botte de foin, à peu près. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'aller à Béziers plusieurs fois. Déjà, l'équipe est absolument formidable et d'une efficacité redoutable. J'aurais vraiment pas pu trouver la moitié des choses que j'ai trouvées sans eux. Et les questions que je me pose, donc c'est un peu une question globale pour tout le monde, puisque j'ai un peu tous les gens sous la main, là, donc je profite. C'est à Béziers, il n'y a pas de dossier qui concernerait des médecins, par exemple. Donc, mais pourtant, on sait par d'autres sources que des médecins étaient associés à la SNCF. Je me pose des questions aussi sur ce qui peut rester comme archive sur les apprentis, parce que moi j'ai des apprentis juifs qui ont arrêté leur apprentissage, mais qui du coup n'ont pas de dossier de carrière ou de dossier personnel qui existe. Donc,
Voilà, et je me pose des questions aussi sur le décalage entre les dossiers d'auxiliaires et les dossiers d'agents, parce que j'ai des agents qui, par exemple, sont licenciés comme agents, puis qui reviennent par la fenêtre comme auxiliaires. Ça arrive, mais j'ai pas forcément toujours les moyens de le prouver. Voilà, donc ma question générale, c'est si quelqu'un a des idées sur comment compléter les sources tout à fait extraordinaires de Béziers, mais quand même, voilà, et encore merci pour l'étendue de votre boulot qui est juste, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Alors, sur les médecins, on a des dossiers de médecins et d'infirmiers, mais plus récents, versés par les services médicaux, puis oui, ce qu'on appelle le PS2, enfin les PST2 actuellement. Mais ils sont assez récents et je ne sais pas où sont passés les anciens. Oui, mais Villeneuve a transféré chez nous. Et donc voilà, et par contre, c'est ce fonds de Villeneuve qui est arrivé chez nous, qui donne des dossiers plus récents que ceux que recherche Maëlène. Et alors, où est passé avant j'ai vu par exemple dans les fiches carrières qu'on a présentées du Midi, là, la région de Tours, il y a quelques médecins, mais alors c'est marqué docteur, on a le nom, et il n'y a pas le prénom. Et c'est marqué médecin de la compagnie, mais voilà, c'est un cas unique de fiche de compagnie où il y a les médecins. Et oui, et non, le fonds de Villeneuve, c'est des dossiers plus récents que ce que recherche Maëlène. Alors je ne sais pas. Oh oui, 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 oui. Oui, de Villeneuve, on a... Oui. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Personne n'a de questions. Oui, je fais de la clôture, mais vous avez compris que j'étais très rapide. Vous avez été très patient, parce que c'était très très riche. Je vous remercie tous les intervenants, l'équipe de Béziers et puis nos partenaires de ce contenu très riche, très dense. Mais donc c'est pour ça que je vais terminer à l'heure, parce que vraiment, je pense que voilà, on a tous un peu faim. Ça nous a creusé la cervelle, l'estomac, mais c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant. À propos, tant que j'y pense, pardon, j'ai 36 micros, ça ne me sert à rien. Tout à l'heure, Laurence a dit qu'elle espérait qu'elle verrait des documents de Béziers sur OpenArchive, puisque c'est un projet, enfin c'est plus qu'un projet, c'est plus de 3000 documents conservés par le Sardo qui sont en ligne sur le site sncf.com, mais vous tapez OpenArchive, on arrive en premier. Et c'est vrai que pour des raisons de confidentialité de données, on n'a pas commencé par mettre des dossiers de carrière, même très anciens, ou des extraits de dossiers de carrière ou de pension, même si on en a du 19e siècle. Il fallait déjà gérer les photos, les gares, la 14-18, un peu 39-45, enfin beaucoup de choses. L'exposition sur l'entrée au chemin de fer qu'elle vous a présentée tout à l'heure, j'en ai fait une version, parce que c'est moi qui l'ai, pour le coup, retravaillé, notamment par rapport à ces questions de données personnelles, de jugement de valeur. Donc vous avez pu voir, des fois il y avait elle a une mauvaise dentition, on ne la prend pas. Bon, alors ça évidemment sur le site internet, ça ne se retrouvera pas. Donc j'ai préparé un dossier qui a 1 an, mais qui n'a pas été mis en ligne, parce que c'est un site qui est porté par la direction de la communication. Et évidemment, faire un sujet entrer dans les compagnies ferroviaires en septembre 2017 et envoyer un dossier en novembre 2017 avant des grèves qui étaient déjà prévisibles, c'était un peu risqué, donc ça n'a pas été mis en ligne. Alors normalement, mais ça après on n'a pas eu de copie depuis un moment, on a peut-être une chance que ça soit mis en ligne au premier trimestre 2018, ce dossier revu et corrigé. Donc, ce qui fait que dans ce dossier, il n'y aura que des bonnes notes. Il n'y aura... Ou quand il y a des mauvaises notes, il n'y a pas les noms, mais on ne les voit pas. Ouais, on peut le savoir en lisant la légende, mais disons que ça n'apparaît pas forcément. Voilà, il y a vraiment un jugement d'ailleurs très dévalorisant ou des formules qui paraissent aujourd'hui ridicules quand même. Bon, c'est drôle à montrer en salle. Pousser ça sur Internet, choisi parmi des centaines de millions de pages, c'est pas possible. Donc moi j'ai eu un travail, mais c'était pas l'objet de aujourd'hui. Il y a eu un travail de recadrage et pour la brochure, j'ai fait un peu pareil. J'ai bien embêté, déjà bien entré l'année dernière. Il y avait des choses. Alors il y a eu des choses qu'elles ont remises. Alors j'ai dit bon finalement d'accord, mais il y a des choses que j'ai en fait enlevées, qui étaient dans l'exposition. Là encore, à montrer à 25 personnes en même temps dans une salle aux Journées du patrimoine.
c'est plaisant. Enfin voilà, vous avez ri, hein, il y avait des commentaires, vous avez ri. Bon voilà, on se dit oh là là, les choses ont beaucoup changé. Mais c'est pareil dans une brochure à distribuer, dont je ne sais pas trop quel cheminement elle aura. Eh bien, il y a eu de la censure, je reconnais, mais ça c'est la différence entre l'émission que nous avons de communiquer des documents en respect de la loi et voilà, quand ils sont librement communicables ou par dérogation quand ils ne le sont pas, de l'usage qu'on peut en faire selon les publics et les circuits qu'on peut envisager. Voilà, c'était juste une petite réflexion philosophique sur c'est communicable, mais nous sommes quand même vigilants aussi à l'usage que nous pouvons en faire quand on met quelque chose sur Internet ou dans des brochures. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie vivement. Je remercie de nouveau nos partenaires et puis bien sûr l'équipe de Béziers. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Merci. Ah non, ça c'est pas possible. Oui, donc il faut supprimer. Ouais, faut supprimer. J'ai un collègue, en principe, il a essayé de la récupérer, il a récupéré un tableau des anciennes têtes de la folie avec que des photos